à voir. Ici. Donc on va partir de cette machine d'orgue, de cet orgue allumeur, et voir comment on peut le voir réellement. Et donc on va faire une feuille de prospective. La prospective, c'est prendre des signaux faibles qui nous environnent, des signaux qui pourraient nous dire que ça pourrait exister dans les années à venir. Je vais partir de trois signaux faibles, trois groupes de signaux faibles, des déclarations d'intention super importantes qui sont arrivées il y a quelques années, des projets de recherche novateurs et des articles scientifiques publiés qui permettent d'envisager que les machines pourraient ouvrir des mondes au sujet, leur monde cérébral. D'abord, les déclarations d'intention. Le rapport NBIC, pour ceux qui sont familiers avec le transhumanisme ou la singularité, c'est un rapport super connu à la mode, qui est un rapport commandé par la National Science Foundation aux États-Unis, un rapport officiel, qui suppose qu'il y aura une fusion des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'information, de théorie de l'information et de sciences collectives, afin d'améliorer les performances de l'homme, dans l'idée que les sciences technologiques en fait, remplacent progressivement les sciences sociales. En fait, c'est Francis Fukuyama qui nous en parle le mieux. Il est connu pour l'annonce de la fin de l'histoire. Il nous dit que les biotechnologies nous donneront les outils qui nous permettront d'accomplir ce que les spécialistes d'ingénierie sociale n'ont pas réussi à faire. À ce stade, nous en aurons définitivement terminé avec l'histoire humaine parce que nous aurons aboli les êtres humains en tant que tels. En fait, ça se continue plus loin, c'est que l'histoire n'est pas complètement terminée. En tout cas, l'histoire ne sera plus celle des hommes, mais celle d'une autre nature humaine, quelque chose d'autre. L'autre déclaration d'intention que je vous disais dans ces signaux par rapport à la prospective, c'est notre prix Nobel de psychiatrie, Eric Kandel, nous dit que la capacité de l'humanité à altérer ses fonctions cérébrales pourrait bien transformer l'histoire autant que le développement de la métallurgie à l'âge de fer, la mécanisation et la génétique. Que les fonctions cérébrales se modifient avec les activités qu'on a, c'est connu maintenant, c'est la notion de neuroplasticité. Par contre, ce qui est novateur, ce serait que l'être humain pourrait avoir accès directement à cette neuroplasticité, c'est-à-dire qu'il pourrait modifier directement cette neuroplasticité. Et c'est ce que Eric Kandel nous propose. Ça, c'est dans les déclarations d'intention. Au niveau des projets de recherche, c'est quelque chose de très intéressant. Au départ, je vous parlais de l'intelligence artificielle et du développement qu'il y a eu autour de la notion de représentation et du traitement symbolique. Et or, Minsky, qui a été créateur de l'intelligence artificielle, en fin d'année dernière, décembre 2009, il nous dit que l'intelligence artificielle, elle s'est trompée. Nos paradigmes de départ, le paradigme représentationnel, il ne marche pas. Et ça ne permet pas de penser bien la cognition, et ça ne permet pas de penser bien l'interaction avec la machine. En fait, il propose de créer le Machine Project, donc de changer de paradigme, en fait, je pense de revenir un peu au paradigme de la cybernétique initiale, c'est-à-dire de traitement de l'information qui n'est pas de sens en lui-même, et même de la deuxième cybernétique, c'est quelques années après, pour les années 50 de von Foster, c'est-à-dire que le sens émerge de systèmes complexes, etc. Il propose de revenir à ça. Et dans le Mind Machine Project, qui est un projet officiel avec des millions, des financements américains avec des millions, il y a tout un chapitre sur les thérapeutiques psychiatriques fondées sur les machines. Il propose des non-chemical based solutions, donc de la pharmacologie disparaîtrait, au profit de traitements psychiatriques qui feraient intervenir les interfaces cerveau-machine. Ce n'est pas qu'un projet américain. L'INSERM, dans ses enjeux scientifiques sur son site internet, propose également l'élucidation du code neural pour développer de nouvelles interfaces off-machine et restaurer les déficits cognitifs chez les patients. On pourrait donc repenser toutes les neurosciences à partir de cette deuxième cybernétique, des codes neuraux, de la complexité des réseaux neuronaux, etc., pour créer de nouvelles machines permettant de modifier l'être humain et d'être thérapeutique en psychiatrie. Ça, c'était la vision changement de paradigme. On a vu les déclarations d'intention, les projets de recherche changement de paradigme. On va voir les bases scientifiques des possibilités qui permettent d'envisager des machines concrètes pour la psychiatrie. Parce que tout l'enjeu, c'est qu'on se place au niveau de la relation avec la machine et non pas de la représentation, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a comme machine cérébrale? Il y a deux types de machines cérébrales, les machines de stimulation et les machines d'enregistrement de signal pour faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées dans les interfaces cerveau-machine pour tout le domaine moteur, notamment dans les paralysies, pour voir que les sujets agissent sur le monde quand ils sont tétraplégiques. Il y a le domaine de la stimulation cérébrale, là c'est la DARPA, le système de financement de l'armée américaine qui finance beaucoup ça. C'est comment on peut implanter des électrodes dans un animal pour le commander. Et notamment, ils ont publié cet article en 2002, c'est le rail, on lui implante des électrodes, et en fait on peut le commander dans son environnement pour savoir où il va. Ça c'est les systèmes de simulation. D'un autre côté, il y a les systèmes d'enregistrement de signal.
sera traité et qui permettra à un animal de faire quelque chose de bon. Là, c'est un singe, on lui a implanté des électrodes dans une région particulière du cerveau, on lui enregistre l'activité cérébrale, et il peut manipuler ce bras électronique afin d'aller chercher l'espèce de cacahuète qui est au bout de son bras. Tranquillement, juste avec son cerveau, connecté à une machine, il arrive à manipuler ce bras cérébral dans toutes les dimensions de l'espace pour aller chercher cette chose. Dans la nature aussi, le laboratoire moteur là. Chez l'homme, il y a la même chose. Vous avez mis les choses non invasives, en tout cas. Il y a les techniques de stimulation qui peuvent agir sur l'acte moteur. Ça, c'est l'éditeur scientifique du Daily Telegraph. Qui chante. Et qui se fait inhiber sa région du langage où il chante. Et donc, il peut avoir une intervention comme ça externe directement sur l'activité cérébrale. On va voir comment il réagit. Ça doit être assez étrange, ça fait marrer. Ouais, parce que c'est étrange quand même de quelque chose qui agit directement sur notre cerveau sans passer par nos sens. Les brain computer interface, par contre, là, c'est l'enregistrement de signaux cérébraux pour faire une activité motrice et les sujets sont capables, par exemple, de conduire c'est le AMA-IA Project, de conduire une chaise électrique, une chaise roulante, avec les forces de la pensée. On enregistre son objet, en pensant, il peut manipuler cette chaise électrique. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de ce domaine moteur, mais dans le domaine de quelque chose d'état interne cérébraux. Et on sait que chez l'homme, ces deux techniques ont leur équivalent pour la modification des états cérébraux. C'est le domaine des stimulations cérébrales, on sait que ça a une certaine efficacité sur la dépression, donc sur les émotions. Il y a Alan Snyder qui développe aussi la TMS pour augmenter la créativité, donc augmenter l'inspiration, l'intuition. Donc on pourrait stimuler le cerveau pour augmenter ça. Et dans le domaine de l'enregistrement des signaux, les sujets sont capables, non pas comme dans les interfaces cerveau-machine, grâce à leur activité cérébrale de manipuler les devices, mais de modifier directement leur état cérébral. Ça marche bien dans le TADA, c'est plus critiqué dans d'autres thérapies. L'enjeu de tout ça, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que pour qu'il y ait la création d'un monde nouveau avec la technique, il faut de la récursivité. Et donc, quand le singe va chercher avec son bras électronique la cacahuète, il n'a pas de retour sensoriel, ou il a un retour sensoriel qu'en direct visuel. Et toute une réflexion se base, c'est que pour que des mondes moteurs nouveaux puissent, enfin des mondes sur lesquels on peut agir nouveaux puissent agir, il faut des cercles de récursivité. Et donc, de brancher des électrodes en retour, c'est le bidirectionnel BCI, afin que le singe ait une information également de ce bras électronique, qui sente la résistance de ce bras électronique. Simondon, que je vous ai présenté, le phénomène de la technique, là, dans les années 70, il disait on avait inventé des avions où la commande, en fait, il n'y avait aucun retour. Les avions, ils commandaient les pales et ils ne sentaient rien. C'est incommandable quand il n'y a pas de retour sensoriel et quand il n'y a pas des boucles qui s'établissent. Le singe, il est dans cet état. Il arrive à attraper la cacahuète, mais en fait, on ne sait pas trop comment, parce qu'il n'y a pas de retour sensoriel. L'idée pour l'ouverture des mondes cérébrales, ça voudrait dire qu'il faudrait réussir également à faire ce retour et à coupler ces techniques de neurofeedback et de TMS. En fait, moi, c'est ce que j'ai proposé, stimulé par cette présentation, et ça a été accepté dans Brain Simulation, qui est quand même une des grosses revues de simulation cérébrale. J'ai proposé de coupler le neurofeedback et la TMS. Ça n'a jamais été proposé. Et ça a été accepté, en fait, dans Brain Simulation. Donc, on pourrait... Enfin, il y a des signes concrets qui nous font dire que les machines peuvent ouvrir à de nouvelles... à nous ouvrir à nos propres dynamiques cérébrales afin de les modifier. C'est l'idée d'Avi Polad, un Israélien, qui s'intéresse à la deuxième cybernétique, à la complexité, etc., qui pense les pathologies mentales à partir de ça et qui propose le concept de brain pacemaker. Dans son livre Neuroanalysis, pas traduit en français, mais super intéressant, il a fait Optimizer 2050, petite référence à notre site là, parce que là, il parle, et je ne l'ai pas reçu encore de lâcher sur Amazon, et il parle d'un interne en 2050 qui est dans une salle, et c'est vraiment par rapport aux machines plutôt que par rapport au format. Donc la technique a de nouveaux mondes, ceux qui sont intéressés par les mangas, il n'y a pas Paprika, ils avaient créé la décéménie, alors c'est intéressant parce qu'il y a tout un vocabulaire un peu confusiogène entre la machine, la psychanalyse, les rêves, tout ça, et c'est d'un côté un peu ce que Avi Polad se propose dans Neuroanalysis, il parle d'analyse, donc il se propose de revenir au projet de Freud, qui était une psychanalyse fondée sur la neurophysiologie. Et dans tout ça, le cyborg. Pourquoi la psychiatrie cyborgétique? Deux raisons. D'une part, pour finir, le cyborg, ses couplages, ses feedbacks, c'est le principe même de l'invention du cyborg dans les années 60. Le cyborg, c'est Klein, un psychiatre, je l'avais dit tout à l'heure, et Kleins, un physicien, qui, pour explorer dans les années 60, c'était l'exploration spatiale, se dit
ont des budgets par la NASA et se disent d'inventer de nouveaux systèmes pour explorer ces mondes spatiaux. Ils inventent le concept de cyborg. Le premier cyborg, c'était ça, c'est pas Terminator. C'est un rat de laboratoire où il y avait une pompe osmotique qui lui permettait de réguler son milieu intérieur en fonction des réactions du rat. Sauf que là, on arrive, le cyborg, c'est du feedback pour réguler le milieu intérieur afin que le sujet, dans les milieux externes, puisse être libre des gestes qu'il fait. C'est une vision assez dualiste parce qu'il faudrait que le corps soit géré par le cyborg. Et moi, j'avais eu l'idée pour cette conférence de parler de cyborg spatial et de parler de cyborg cérébral. En fait, le cyborg cérébral, je pense qu'il n'y avait rien dessus, et en fait, Kleins s'est fait refuser un papier qui évoque cette hypothèse. En achetant le livre de Cyborg Handbook, la cyborgologie, il y a des profs de cyborgologie aux États-Unis, c'est pas un truc à côté, c'est un truc officiel, quoi. Il y a un Cyborg Handbook, quoi. Un handbook pour les étudiants. Et dans cet handbook, en fait, ils ont publié l'article refusé de Kleins où il parlait, il disait, mais partir dans l'espace, c'est bien, il y a le corps qui est régulé, mais quand sont fait des émotions dans des longs voyages pendant plusieurs années. Il parlait du Santic Cyborg. Il faudrait inventer des machines qui puissent nous permettre de réguler nous-mêmes nos émotions et tout ça. Et donc ça a été, ça avait été un article refusé. Une question reste ouverte, c'est celle de qu'est-ce que ça serait sur milieu associé, dans quoi on naviguerait si la machine vivrait à ces milieux. Je n'y réponds pas là, ça pose des problèmes techniques, philosophiques, épistémologiques. Ça supposerait une sorte de métacognition sans langage, c'est assez compliqué à envisager, mais bon. La deuxième, pour le cas du cyborg, je pense que c'est intéressant, c'est dans le lien du golem. C'est que le cyborg, comme le golem, permet de penser, d'être une posture critique, en tout cas d'être une figure métaphorique de ce triangle que je vous avais dit entre la technique, la science et l'imagination, d'être une posture critique. Le cyborg, ça a été repris par Donna Haraway dans son célèbre manifeste cyborg, où ça lui permettait de penser à nouveau frais les problèmes de genre, en pensant que les frontières qu'on met entre machine et vivant sont des frontières qui sont établies par la classe dominante homme. Mais ce qui est intéressant pour le cyborg, contrairement au golem, c'est que le cyborg, c'est à la fois une métaphore pour essayer d'avoir une pensée critique, mais c'est également quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret, le rat cyborg, il existe, les machines, elles existent. Et ce que je pense, pour finir, c'est que par rapport à cet aspect métaphorique du cyborg et cette concrétude des machines, il y a quelque chose, il y a une fusion en ce moment qui se crée avec tout plein d'appropriation de ces techniques plus par les scientifiques mais par la masse en fait. Sur internet, il y a de l'open source de TMS. On apprend à fabriquer de la TMS dans son garage. Il y a de l'open EEG. On apprend à fabriquer de l'EEG dans son garage pour faire du neurofeedback. Bon, il y a des sociétés, à Lesner, on a vu c'était la TMS et la créativité. Il a fondé la société Emotive qui donne une interface de neurofeedback pour que les gens arrivent à faire des chaises roulantes dirigées par cette interface qui coûte 299 €. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Il y a plein de choses. Les données fusent sur Internet. Le mois dernier, Nature fait son éditorial sur Garage Biologie. Il nous dit les mecs qui font des expériences dans leur garage, ils sont super intéressants pour les scientifiques. Et ces technologies cérébrales, elles sont accessibles à tout le monde. Donc pour finir, je partis du principe de la phrase de Norbert Wiener sur le fait que c'était aux scientifiques de formuler des opinions éthiques. Je pense qu'en fait, les avancées technologiques cérébrales ne nous appartiennent plus. C'est plus à nous de faire la prospective, maintenant elle est larguée dans le monde de l'Internet et des gens, et c'est eux qui manipulent maintenant les années à venir pour cette technologie cérébrale. Merci beaucoup Jean-Arthur, je suis bluffée par ta culture et tes connaissances. Et tu parlais d'Alan Smithers, il y a une certitude, c'est que tu n'as pas besoin de son aide pour être créatif, ça on en est tous convaincus. Alors je vais donner la parole à Alexandre Ezvani qui est interne sur Nantes et qui va nous parler de DOCM 1138 et SIM 3417.